Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, bonjour Philippe David. Bonjour Cécile Doménibus. La bienvenue autour de cette table. Bérengère Dubus est avec nous, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'UIC. Bonjour Cécile. Ça faisait longtemps Bérengère. Et je suis très heureuse d'être là. Et vous permettez bien sûr Philippe Bilger que je la fasse passer en premier. Mais c'est tout à fait normal. Président la de galanterie l'Institut médiatique, ça existe. Voilà. La galanterie tout court aussi. Pas souvent. Non. Chez vous? Ah non, chez moi, très souvent. Ah oui, très bien. Bah, chez moi aussi. Ah, moi, C'est les seuls résidus de politesse que j'ai. Moi j'aime bien la galanterie. Voilà. Je vous tiens la porte? Oui. Ah bah oui. Au bien sûr. sommaire de cette émission, on va revenir sur, bien entendu, le procès Cédric Jubilard. Derrière cette enquête se cache l'improbable scénario d'un meurtre sans preuve, Philippe. Et oui, on vous pose cette question. Procès Jubilard, est-ce le crime parfait? Eh bien, vous dites non à 51% sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et vous, est-ce que vous pensez que ce procès va nous permettre de connaître enfin la vérité? Venez nous donner votre avis. Et puis, bien entendu, on reviendra sur la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est ce soir à l'Assemblée Générale des Nations Unies avec la France, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, le Portugal aussi. Et Philippe, avec la question du jour. Macron a-t-il raison de reconnaître l'État palestinien? Eh bien, pour le moment, vous dites non à 77%. Vous pensez qu'il a raison, vous pensez qu'il a tort, quel que soit votre avis. Donnez-nous-le au 0826 300 300. Mais moi, je me pose quand même une question. Est-ce que choisir la date du Nouvel An juif pour reconnaître l'État palestinien, c'est une maladresse ou une provocation? Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Les proches attendent véritablement que la vérité sorte de la bouche de Cédric Jubilard. Eh bien écoutez, vous savez, on parle toujours beaucoup de Cédric Jubilard. Je pense qu'il faut vraiment reparler de Delphine durant ce procès. Et au final, bien sûr, revenir sur toutes les charges qui pèsent. Bien sûr, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu. Le fait de ne pas retrouver le corps est un élément du dossier. Mais il existe dans cette affaire, j'en suis pour ma part convaincu, des éléments graves, concordants, qui vont suffire aux jurés à se faire leur intime conviction, le déclarer coupable et le condamner. Les vraies voix Sud Radio. Et c'était l'avocat de la famille de Delphine au micro de Patrick Roger ce matin entre 7h à 7h10. Philippe Bilger. Ma chère Cécile, on a combien de temps? Je ne sais pas. En tout. En tout. On verra. Allez-y. On verra. Alors, parce qu'évidemment, c'est une affaire qui pourrait nous entraîner à durer trop longtemps. Mais sérieusement, d'abord, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'ADN, mais tout cela, ça ne doit pas nous interdire de vérifier quelles sont les présomptions qui existent à l'encontre de Cédric Jubilard. On a bien fait, me semble-t-il, de le renvoyer devant la cour d'assises à partir des éléments qu'on connaît, sur lesquels je ne vais pas revenir, et notamment le fait que, en réalité, il fait passer pour des plaisanteries un certain nombre de déclarations qui, pour un avocat général, pourraient apparaître comme des aveux. Je ne parviens pas à prendre avec dérision les accusations qu'il a proférées à l'égard de lui-même, notamment ce qu'il a raconté à Jennifer et à d'autres personnes, où il disait en gros « je l'ai commis en donnant des détails ». Alors, je termine là-dessus. Je pense que il pourra être condamné si l'accusation a du talent et de la conviction, mais je discutais votre interrogation dans le débat, est-ce un crime parfait? Non, puisque déjà il y a un procès, mais en revanche, lui, il est tout à fait possible que son ressort fondamental soit de se moquer du monde profondément, parce qu'il croit qu'il a commis un crime parfait et qu'il sera peut-être acquitté. Moi, ça me rappelle un souvenir dans un département limitrophe où j'habitais à l'époque, qui s'appelle la Haute-Garonne. Il y a eu le procès d'un professeur d'université dont la femme était décédée. On n'a jamais retrouvé le corps. Jacques Viguier. Absolument. Et il a été acquitté parce qu'il n'y avait pas de corps. Et je me dis que là, comme il a été acquitté, c'était probablement le crime parfait. parce qu'on n'a jamais retrouvé le corps de cette pauvre femme. Et je me dis quelque part que quand on a vécu sur place à Toulouse à l'époque le procès, parce que c'était un notable de la ville, hein, quelqu'un, prof d'université, c'est quand même quelqu'un de connu, moi ça me rappelle beaucoup ce souvenir et je me dis, est-ce que, même cause, mêmes effets, on aura le même verdict ?
Il y avait des grandes différences avec Viguier, au moins 2 capitales. C'est que Viguier, Dupond-Moretti avait dit on ne s'est occupé que du mari, en quelque sorte, et de l'épouse, et on n'a pas cherché d'autres pistes, alors que dans Jubilard, on a tout fait. Et donc, c'est une différence fondamentale, mais là, le fait qu'on n'a pas retrouvé le corps, c'est évidemment une similitude. Bérangère Dubuc. Je crois que moi, ça me fait penser aussi à l'histoire d'Agnès Leroux. Hein. Les plus vieux s'en rappellent, c'était l'héritière des casinos de Nice. Nice qu'on n'a jamais... En 77, je crois. Spécialiste des faits divers. J'ai habité Nice, étudiante à Nice, on y pensait tous à Agnès Leroux, parce que on disait souvent, elle doit être enterrée dans une cave du Vieux-Nice. Son amant, qui était avocat, a priori, a été accusé, au moins il a fait 3-4 procès, puisqu'il y a eu des cassations, des annulations, etc. Et il a été reconnu coupable, je crois, 40 ans après les faits, sans qu'on ait jamais retrouvé de corps, retrouvé d'armes, du crime, et on n'a jamais retrouvé cette pauvre Agnès Leroux qui a été tuée par son amant qui était un grand avocat. Donc là, l'affaire Jubilard, on est un petit peu là-dedans. Et effectivement, moi qui suis rationnelle, j'ai du mal à me dire qu'on puisse condamner un homme sans corps, sans arme du crime, sans aucun élément. Parce qu'on dit souvent que le fait d'être... C'est pas quelqu'un de sympathique, Jubilard, il est dégueulasse. On le voit, il est pas agréable, etc. Mais ça fait pas forcément des coupables, des gens pas bien qui sont pas des meurtriers. Oui, tous les gens pas agréables ne sont pas tous des meurtriers, heureusement. Philippe Bilger, là on a à peu près 4 semaines de procès. Est-ce qu'on va voir se dérouler la personnalité? Est-ce qu'on va l'entendre beaucoup selon vous? Ça a déjà commencé, ma chère Cécile. En réalité, il y a eu l'enquêtrice de personnalité aujourd'hui. Et bien sûr, il va parler. Déjà, il a confirmé ses dénégations, il n'a pas changé sa stratégie, mais il sera intéressant d'examiner sa psychologie, même dans la manière dont il contestera les présomptions qui existent contre lui. Parce que il y a un élément que je n'ai pas évoqué tout à l'heure pour ne pas trop prolonger, c'est le fait qu'on n'a rien retrouvé du corps, j'entends bien, mais on a fait toutes les recherches et elle n'avait aucune raison, elle, de disparaître. Il y a un ensemble de présomptions qui, à mon avis, ne vont pas forcément entraîner l'acquittement, mais qui donnent de la substance à l'accusation. Allez, vous restez avec nous. La suite de ce débat dans quelques instants. Et juste après, on n'y croit pas, avec François-Louis Bourneau. François-Louis, une affaire assez dingue. Complètement dingue, arrêtée pour une envie pressante, une conductrice finit en garde à vue. Eh ben, vous allez voir. Restez avec nous, écoutez cette affaire surréaliste, on en parle dans un instant. Et 0826 300 300 si vous voulez assister, en tout cas partager ce débat avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir avec Philippe Bilger, bien entendu, et Bérangère Dubuc est avec nous. Et vous, 0826 300, on revient sur ce procès Jubilard qui s'est ouvert ce matin. Crime parfait ou disparition sans explication. Peut-être qu'un jour elle réapparaîtra. On verra. 0826 300 300. Patrick est avec nous de Bellesta. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir à toute l'équipe. Alors selon vous, est-ce le crime parfait, même si ça n'existe pas, entre guillemets, bien entendu? Bon, le crime parfait n'existe pas. Je pense que c'est la justice qui doit être parfaite dans le respect de ses principes. Je m'explique. Il y a un principe, me semble-t-il, qui dit que le doute doit bénéficier à celui qui est accusé. En l'occurrence, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuves. Le dossier me semble mince. Je préfère savoir un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Maintenant, c'est une opinion personnelle. Philippe Bilger. Là où la réflexion de notre ami est très pertinente, mais je veux dire, ça n'est pas parce qu'on n'a pas des preuves fondamentales que on ne peut pas accumuler un tissu de présomption. Et notamment, j'insiste là-dessus, elle ne pouvait pas partir librement du domicile. Elle ne l'aurait jamais fait. Elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. On a fait toutes les recherches pour trouver le corps. Et il a dit un jour à Jennifer, on ne le trouvera jamais. Et par ailleurs, on a la certitude que le seul qui pouvait la tuer, c'était lui. Alors,
entendons-nous, il faut le démontrer lors des débats, mais il y a des éléments qui permettent à l'accusation de n'être pas ridicule. Vous me permettez de poser une question à Philippe Bilger, qui a été avocat général pendant des années. Est-ce que le doute bénéficie systématiquement à l'accusé, comme le disait Patrick? Ça m'est arrivé. Alors, il faut distinguer les doutes. Dans une affaire criminelle, même après un procès bien mené, il reste parfois quelques doutes, mais infimes, qui ne touchent pas le cœur de la conviction. Mais quand il y a un vrai doute, c'est évident, il m'est arrivé, je requiers l'acquittement. C'est le rôle de l'avocat général. Ça n'est pas d'obtenir à tout prix une condamnation, c'est de dire soit il est innocent, c'est un acquittement, soit il y a un doute, un acquittement au bénéfice du doute, soit la condamnation. Oui, Bérangère. Il y a toujours ce côté, elle ne pouvait pas partir, elle serait pas partie, elle avait des enfants. Donc d'un coup, on retrouve la femme aussi un petit peu sainte, le côté, la mère de famille, elle laisserait pas ses enfants. Mais bon, elle avait aussi un amant, ce qui est aucun jugement moral là-dessus. Lui, il y a quelqu'un qui a l'air fortement désagréable et pas du tout très bien. Ça ne fait pas un criminel, ça ne fait pas une sainte. J'ai un peu peur d'une justice qui condamne sur des pressentis, sur de la morale. On sait que 90% des femmes qui se font tuer sont tuées par leurs compagnons. C'est la vérité. 90% des femmes qui disparaissent sont tuées. Malgré tout, il reste 10%. J'espère que la justice reste quand même quelque chose de factuel, de rationnel, et sombre pas dans ce ressenti, comme l'a très bien dit l'auditeur. Je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick, vous, de cet accusé? Quelle image vous avez de lui? Moi, je pense que un délit de sale gueule ne suffit pas à être coupable. Voilà. Philippe, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un problème d'enquête? Est-ce que vous pensez que dès le début, il y a eu des manquements ou des failles? Là, je ne crois pas, ma chère Cécile, parce que l'affaire a duré 4 ans. Vous ne pouvez pas imaginer la bagatelle de 30 volumes. Ça ne signifie pas que tout a été bien fait, mais je crois qu'on a laissé de côté aucune piste. Évidemment, l'oralité des débats va apporter énormément de lumière. Oui. Si je peux rajouter quelque chose. Allez-y, Patrick, bien sûr. Je pense, moi, en tant que justiciable, pouvoir être condamné sur un faisceau de présomption, ça ne me rassure guère. Je suis assez d'accord, effectivement, avec ça. C'est pas rassurant sur la justice. Alors, votre argumentation est très intéressante. Autrement dit, vous donnez une prime aux vrais coupables qui n'avouent pas. Alors, ça n'est pas toujours le cas, entendons-nous. On ne parle pas d'aveux, on parle d'éléments matériels de travail d'enquête. Les aveux ne sont qu'un élément. C'est quoi les éléments matériels? Les armes, les traces de sang, une partie du corps. Vous voudriez que l'accusé vous offre mais tout si vous n'avez parfaitement. rien, et on sait bien que, regardez, Patrick Dils, ce qui a avoué avoir tué 2 petits garçons, et il les avait jamais tués, il a été acquitté après 20 ans de prison. Et on pense que c'est Francis Saulme qui les a tués. Le grand avocat Henri Leclerc disait il y a des innocents qui vont avouer des crimes pas possibles pour entrer, et des coupables qui n'avoueront jamais rien. L'aveu, c'est une culture française. Je serais Leclerc, je le dirais aussi. Donc vous voyez, l'aveu est très pauvre, ça peut pas être un élément. Mais le sang, les armes, tout ce qui est le rationnel. L'aveu n'est pas la reine des preuves, même si en réalité elle l'est souvent. Mais je voudrais rebondir sur une question. Vous avez déjà requis l'acquittement pour des gens où il y avait des doutes? Absolument. Non, mais plusieurs fois. Est-ce que parfois les jurés ont pris le contre-pied et condamné quand même la personne? Jamais dans ce domaine, mais parfois ils ont mis un petit peu plus que ce que j'avais demandé. C'est-à-dire un peu, qu'est-ce que vous avez appelé un peu plus? Lorsqu'il y a l'assassin, celui qui veut tuer Chirac, Brunerie, ils ajoutent 2 ans. Je demande 8, ils en mettent 10. Est-ce que vous pensez, Philippe Bilger, que alors 4 mois c'est court, 4 semaines c'est court et long, est-ce qu'il peut craquer à un moment donné? Franchement, je ne crois pas. Tout ce que j'ai lu sur lui depuis des années, je crois que c'est, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Cécile, c'est un être qui, je crois, domine son émotion par de la dérision, des plaisanteries, une certaine manière de traiter avec désinvolture ce peut-être, on pourrait supposer, dont il a honte et qu'il taira toujours. C'est un point de vue. Et il aime ce spectacle, visiblement. Absolument. Merci en tout cas à Patrick de Bellestad de nous avoir appelé. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 bien sûr jusqu'à 20h. On est ensemble avec vous. Tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et François Libourneau, une histoire invraisemblable. Alors là, on peut dire qu'on n'y croit pas.
C'est peut-être même la pause pipi la plus chère de l'année. Ça s'est passé à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Tout commence quand une femme est surprise en train d'uriner sur la voie publique par des policiers, jusque-là assez classique. Les agents décident alors de bloquer son véhicule et découvrent qu'il n'est pas assuré et dégage en plus une forte odeur de stupéfiant. Le passager remet directement un pochon de résine de cannabis et la conductrice, elle, avoue vendre des drogues. La fouille du véhicule continue et révèle du cocaïne, héroïne, ecstasy, THC, résine de cannabis, bref, la panoplie complète. Des perquisitions à domicile permettent ensuite de saisir de l'argent liquide, encore un peu de résine, des produits de luxe qui s'ajoutent à la liste. Résultat, une troisième personne est interpellée et les 3 ont été déférés récemment. Sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'on peut sentir une affaire comme celle-ci? Guillaume Perroux, qui était avec nous, qui est permanent du syndicat Unité 92 et trésorier départemental des Hauts-de-Seine. Bonsoir. Guillaume Perroux. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci de nous permettre de nous exprimer sur votre antenne. Je vous en prie. Il faut avoir du flair quand même. Oui. Cette histoire est stupéfiante. Ouais. Oui, exactement. Ouais. C'est avec humour, mais effectivement, il nous arrive parfois des situations comme ça, un peu loufoques, et sur des situations un peu bizarres au départ. Un simple contrôle ordinaire. À la base, les collègues voulaient certainement juste rappeler à cette dame que c'est pas normal d'uriner sur la voie publique, et ça aboutit sur une affaire de stupéfiants, tout à fait. Mais en fait, plus on est, plus c'est banal. Au début, il y a beaucoup de gens qui se cachent, et le fait de transporter ça, traverser une ville en étant une personne normale, ça passe finalement. Et là, c'est pas passé. Exactement. Si elles avaient pris leur voiture en circulant normalement, deux personnes féminines normales, ordinaires, en roulant en pleine ville, ne soulèvent pas l'inquiétude des policiers. Voilà. C'est le fait qu'elle ait uriné qui a marqué un peu l'intention de mes collègues, mais effectivement, parfois les trafiquants ou ceux qui sont dans le trafic utilisent des personnes lambda qui ressemblent à rien pour éviter d'être opérés. Ouais. C'était à quelle heure? Vous savez, je ne sais pas du tout. Vous n'avez pas vers 22h. Vers 22h. Ouais, quand même. Ouais. En tout cas, belle prise de nos amis policiers. Oui. Mais est-ce que c'est de l'inconscience que je sais pas, moi, c'est pas mon genre. Si j'ai la voiture pleine de drogue, je vais pas faire un épanchement d'urine sur la voie publique au risque de me faire contrôler par la police. C'est de l'inconscience ou de se dire, finalement, de toute façon, on risque rien, on nous contrôlera jamais. Liquide pour liquide. Même si j'ai pas de drogue, je ne vais pas faire pipi sur la voie publique quand même. En cas d'envie pressante, moi, à 22h. Je dis rien, ça m'est arrivé. En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de petit délit. Non. C'est ça, il n'y a pas de petit délit. C'est-à-dire que des gens qui font pipi se retrouvent trafiquants. Donc si la police avait les moyens finalement de contrôler chaque petit délit, combien de personnes comme celle-là ils arrêteraient, puisqu'on voit où ça mène un pipi sur la voie publique? Moi je fais pipi sur la voie publique et je prends pas de drogue. Le coming out de Cécile de Ménibus. Ça arrive, la mère à piston dans quel lieu et à quelle heure? C'est ça ou c'est mon fauteuil de voiture. Merci beaucoup Guillaume Perroux d'avoir accepté notre invitation, permanent du syndicat Unité 92 et trésorier départemental des Hauts-de-Seine. Merci François Louis. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec le tour de table. Philippe, votre tour de table? Mon tour de table, c'est politique, et je ne suis pas choqué par les propos, mais par l'absence de contradiction sur les plateaux. La Cour des comptes qui dit que les transports collectifs gratuits, c'est une grosse bêtise. Philippe? Il n'y a pas de limite dans la dégueulasserie en politique. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ravis de vous accueillir jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Ce grand sujet hors antenne, qui fait pipi dans la rue, qui ne fait pas pipi dans la rue, voilà. Je crois que malheureusement, je suis la seule. Voilà, soyez les bienvenus en tout cas. 0826 300 300 si vous voulez bien sûr participer à cette émission avec Philippe David, bien entendu, Bérangère Dubu, et puis notre ami Philippe Bilger. Et tout de suite le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous avez écouté quelque chose sur l'émission C'est politique? En effet,
je suis un partisan, comme nous tous ici, de la liberté d'expression, et je comprends tout à fait, c'est la moindre des choses, que les autres l'exercent. Mais sur le plateau de ces politiques, il y a une journaliste très talentueuse, notamment pour les portraits, qui s'appelle Judith Pérignon, qui dit, par exemple, à propos du rassemblement en hommage à Kirk, qui a réuni à peu près 100 000 personnes, elle dit, mais tiens, ça ressemble beaucoup à des rassemblements nazis qui se faisaient aux États-Unis en 1930, si mes souvenirs sont bons. Elle a tout à fait le droit de le dire, on peut trouver ça totalement indécent. Ce qui m'a choqué, et c'est en général sur les plateaux comme ça que ça se passe, c'est l'absence de contradiction. Qu'est-ce qu'on aurait pu entendre quelqu'un de... Vous n'exagérez pas un peu en comparant cela à un rassemblement nazi, même en Amérique. C'est l'absence de contradiction qui me choque la plupart du temps, bien plus parfois que l'indécence des propos. Lorsqu'un propos est inepte ou scandaleux, eh bien on le contredit, voilà, et le problème est réglé. Mais c'est quoi? C'est de la complaisance, l'inculture? Non, c'est une forme de, peut-être de lâcheté conventionnelle, c'est-à-dire on ne veut pas contredire, on veut garder une apparente paix sur un plateau. Mais pour contredire, il faut des arguments. Donc parfois, certains n'ont peut-être pas d'arguments. Mais là, ma chère Cécile, on en aurait eu tout de même, parce que la simple comparaison, il y a eu des rassemblements nazis, c'est tout à fait vrai, à une certaine aux États-Unis, mais on ne pouvait pas les comparer véritablement à ce qui s'est fait pour Kirk. Donc, on aurait pu dire, vous n'exagérez pas un peu, c'est faux. Et donc ça aurait fait perdre tout le sel de la provocation. Moi, ce qui m'insupporte, c'est la banalisation du nazisme qu'il y a à toutes les sauces. Donc vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il est nazi. Alors faut rappeler quand même que l'idéologie nazie, elle a quand même été à l'origine de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'était le panasiatisme japonais qui était les alliés des nazis en Extrême-Orient. Mais cette banalisation du nazisme, moi ça m'insupporte. Et ce qui m'insupporte, c'est la manière qu'a une certaine gauche de nazifier tous ses adversaires politiques. Moi je me rappelle qu'il y a 60 ans, 61 ans, c'était le général de Gaulle qui était traité de nazi. Oui, l'homme du 18 juin a été traité de nazi dans un livre qui s'appelait Le coup d'état permanent, écrit par François Mitterrand. Je vous fais même la liste: De Gaulle, ce Caudillo, ce Duce, ce Führer. Vous pouvez le lire, c'était dans le coup d'état permanent. Donc un type qui avait eu la Francisque des mains de Pétain le 16 août 1943 sous le matricule 2202, qui traitait de nazi l'homme du 18 juin, excusez-moi mais ça ne manquait quand même pas de sel, c'était déjà la nazification des gens de droite à l'époque par une certaine gauche. Merci beaucoup Bérangère Dubuc. La Cour des comptes dit non à la gratuité des transports dans les très grandes métropoles. Eh bien, je crois que la Cour des comptes vient de comprendre que quand c'est gratuit, c'est trop le produit, puisque la Cour des comptes vient de dire que la gratuité des transports dans les grandes villes françaises, ça ne marchait pas. Et pire que ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un socialiste, Pierre Moscovici. Donc quand un mec de gauche te dit que tu crames trop d'argent, c'est que vraiment tu crames trop d'argent, je crois. Pourquoi ça marche pas, la gratuité des transports? Nous, on les a à Montpellier, puisqu'on a notre maire président, loué son nom, Michael Delafosse, qui a mis en place la gratuité, mais c'est pas le seul. Il y a les villes de Dunkerque, de Clermont-Ferrand, de Niort, d'Aubagne, et on se rend compte qu'il y a deux problèmes avec la Cour des comptes. Le premier, c'est que ça coûte très cher. Sans blague, quand personne paye, ça coûte cher. En réalité, c'est pas l'usager qui paye, ce sont les propriétaires et les habitants. C'est le problème. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que ça ne remplace pas la voiture. C'est que la gratuité des transports se fait au détriment du vélo et de la marche à pied. C'est les gens qui prenaient leur vélo et qui marchaient qui se disent, puisque c'est gratuit, sur 1, 2, 3, 4 stations, je prends. Donc c'est un échec économique, c'est un échec écologique. Et finalement, si on écoute les usagers, 70% des usagers disent que leur priorité n'est pas la gratuité, mais une vraie offre. Et donc on en arrive là, on délaissera nos voitures, nos véhicules, etc. Le jour où on aura une offre. J'avais fait à Montpellier le calcul il y a 2 ans. Il y a un écart quotidien de 1h30 pour moi, dans mon mode de vie avec mes enfants et mon travail, entre les transports en commun et ma voiture personnelle. Je ne peux pas consacrer 1h30 par jour, soit 7 heures par semaine, soit 28 heures par mois, à me déplacer. Le jour où ce temps sera
équivalent, ça fonctionnera. Donc je remercie la Cour des comptes et Pierre Moscovici d'avoir un petit peu rappelé à l'ordre tous les maires qui, pour être élus, il y a 5 ans, ont annoncé qu'ils allaient raser gratis, qui, en conclusion, ont dégradé fortement notre offre de transport, puisqu'on n'a pas de renouvellement, il y a moins d'agents, etc., on n'a plus d'argent. Bien sûr. Qui, derrière, ont surchargé les rames, puisqu'il y a plus de gens qui le prennent, ont mis nos finances publiques totalement à la ramasse, puisque l'endettement des villes a explosé, dont celle où je viens, pourrait finalement échouer d'un point de vue écologique et économique. J'espère que la Cour des comptes va permettre une prise de conscience et qu'on va repartir dans le bon sens. Philippe Bilge. C'est très intéressant parce que je me rappelle, Cécile et Philippe, on a eu des débats un jour là-dessus, et quand on n'est pas spécialement un économiste, on peut trouver que c'est une bonne idée sociale a priori. Et là, ce qu'il y a de formidable, c'est que la Cour des comptes a un rôle très utile parce qu'elle dit ce qui est véritablement. Oui. Et là, je suis bien d'accord, parce que le gratuit, ça n'existe pas. Soit vous êtes le produit comme sur Internet, soit c'est qu'il y a quelqu'un qui paye, parce que c'est celui qui paye des impôts. Juste, je rajoute, parce que moi l'économie c'est un peu mon truc, que les transports, les usagers ne payent que 41% du coût réel. Donc déjà, avant même la gratuité, on ne payait que 41%. Que pour les salariés, c'est les employeurs qui sont obligés de rembourser la moitié. Donc finalement, le coût qui était à la charge de l'usager était presque le coût de responsabilité. Il y avait des tarifs sociaux pour les gens qui sont exclus du paiement, qui sont au RSA, en recherche. Donc il y avait déjà tous ces tarifs. Ça a été pour moi des choix qui ont été faits d'un point de vue électoraliste, et qui montre qu'on a distribué de la gratuité partout. Et aujourd'hui, où on annonce vouloir remettre un budget, c'est plutôt un bon signe que la Cour des comptes aille dedans. Et malheureusement, quand on paye, c'est peut-être le seul moment où on fait attention au matériel. Tout à fait. Et il y a une responsabilité. Merci beaucoup Bérangère et Philippe David. Alors, il y a un mot russe qu'on connaît tous en français, c'est le mot compromat, c'est-à-dire pour compromettre des gens. Je ne sais pas comment ça se dit en patois du Forez, parce que le maire de Saint-Étienne est au tribunal de Lyon aujourd'hui, enfin ça va durer un certain temps, pour avoir tenté, il est soupçonné d'avoir tenté de mouiller avec d'autres personnes, d'IRCAB, etc., son premier adjoint dans une sextape gay. Alors en plus c'était gênant puisqu'il avait pris parti contre le mariage pour tous, mais on pouvait être contre le mariage pour tous et ne pas être homophobe, soit dit en passant. Ça c'est pas, je suis pas du tout binaire dans ce domaine. Alors ce qu'il y a quand même de terrible, c'est de voir que des méthodes comme ça peuvent exister dans la politique française, parce qu'on apprend qu'après des dénégations, le directeur de cabinet, il avait tenté de mouiller le maire précédent, Michel Ptolière, avec, là c'était pas un garçon, mais avec une prostituée mineure. Vous voyez à quel point le niveau de la politique peut être dégueulasse. Désolé, il n'y a pas d'autre mot. Alors en plus, ça a été financé avec l'argent du contribuable à hauteur de 40 000 € par des fonds municipaux, ce qui fait que les prévenus sont devant le tribunal pour chantage, détournement de fonds publics pour le financement présumé de l'opération et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit. Alors je ne sais pas ce qui passe par la tête de certains, mais à ce niveau de dégueulasserie, il n'y a pas d'autre mot dans la politique. La vengeance est terrible. La vengeance est terrible. Moi, je pense que des gens comme ça devraient être condamnés de manière à ce qu'on ne les revoie jamais en politique, être rendus inéligibles à vie. Que dit l'avocat général ? Vous avez raison, Philippe, parce qu'on m'aurait dit ça à une certaine époque, j'aurais dit ça relève d'un roman policier, ça n'est pas concevable dans la vie politique, malgré les turpitudes qu'elle connaît. Et pourtant, vous avez raison. Surtout que l'élu filmé, en fait, celui qui a été piégé a pensé à se suicider pendant des années. C'était son premier adjoint. Ils l'ont forcé à démissionner de ses missions, ils l'ont forcé à s'humilier, ils l'ont forcé à voter. Ça a duré 4, 5, 6 ans. Il a dit, il était père de famille, il avait au moins 3 enfants, son épouse, et un jour il a dit je vais me suicider. Et je ne sais pas pourquoi il a dit à son épouse, un journaliste de Mediapart a été informé, le journaliste l'a appelé pour dire je ne veux pas le raconter si vous n'êtes pas prêt à le dire à votre famille. Et quand il a dit à son épouse a dit mais on va porter plainte chérie, c'est une honte. Et lui qui avait peur, quand il a dit à ses enfants ont dit mais papa on t'aime, on va te soutenir. Sa famille est derrière lui, il enseigne dans une école privée catholique. Il est donc allé voir l'OGEC et l'OGEC a dit on vous soutient. Et finalement ça montre qu'en cas de harcèlement, si on le rend public en général, on est soutenu. Et donc combien de gens se sont suicidés à cause de ça ? Voilà, moi je voulais retenir le positif quand même, où il y a eu des réactions partout à la hauteur. Allez, merci. Vous restez avec nous dans un instant, l'info en plus. Un record pour un mois de septembre, vous le savez, il est tombé 133 millimètres de pluie en quelques heures à Avignon ce dimanche. On fera un tour sur place dans le Vaucluse. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et avec moi, Philippe, vous êtes les bienvenus ici. On est ravis de vous accueillir tous les jours au 0826 300 300. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Une plateforme d'opinion, de débat, et bien entendu vous abonner à notre chaîne YouTube. Et il y a un moment donné dans cette émission, je demanderai à notre réalisateur Maxime où on en est avec cette chaîne. Vous savez. Ouais. Le décompte. Hein. Le décompte, exactement. Moi je suis inquiet parce qu'il avait promis, on parlait de compromat, un jingle compromettant. Ouais, c'est vrai. Il arrive, ne vous inquiétez pas, Philippe. Oh là là. Il est en cours de fabrication. Et vous voyez, le compromat, j'en suis aussi victime. Je serai à votre place, je ne le demanderai pas d'ailleurs. Il tient ses promesses. Non, je ne lui rappellerai pas surtout. Mais moi, vous inquiétez pas, je vais lui rappeler. Allez tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Alors l'info en plus, Cécile et Philippe, donc dans le sud de la France, les habitants ont malheureusement dû faire face à des pluies aussi intenses que soudaines. Le département du Vaucluse a été frappé, donc notamment dimanche, par des pluies torrentielles. Dans un village situé à l'est d'Avignon, plusieurs rues ont été inondées. 2 blessés légers et près de 1200 foyers toujours sans électricité à cause des pluies diluviennes. Sur les communes de Morières et de Védène, 115 mm de cumul de pluie ont été révélés. Et on en parle avec Elisa Martin qui est avec nous. Bonsoir Elisa, vous êtes journaliste pour Oui Demain, le journal écologique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Est-ce que, alors j'imagine que c'est pas tout à fait commun dans le Vaucluse, on voit plutôt du soleil que de la pluie. Est-ce que on arrive à quand même anticiper ce genre de problème ? Alors oui, pour le coup, on est quand même une région assez viticole, donc les vendangeurs se sont assez précipités justement sur la récolte plutôt le samedi, parce que justement, on voyait qu'à la météo, le dimanche, il nous tomberait dessus un peu la mer et les poissons, comme on dit chez nous, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que pour mon cas, même sur les maisons, ça s'infiltre partout, que ce soit sur la couverture des fenêtres ou alors même par terre, et des fois c'est très compliqué, il faut éponger partout. En tout cas, ça a été le cas dimanche, quoi. Visiblement, l'adjoint au maire a dit que vous avez un mauvais réseau pluvial, mais et que malgré ces efforts et ces tentatives de modification, il s'est toujours rien passé. Bah oui, comme je vous disais, nous on a été plus qu'inondés, en tout cas dans ma cour, il a fallu faire barrage avec mes parents, du coup on a essayé d'éponger comme on pouvait, mais oui, l'eau s'infiltre toujours partout. Et vous avez beaucoup de dégâts ? Alors des dégâts, oui et non. Si on arrive à le faire assez vite, ça va. Mais pour le coup, il y a des fois même où à 3h du matin, on se réveille et on se rend compte qu'en fait, il pleut beaucoup et que tout est inondé, au moins au rez-de-chaussée, quoi. Est-ce que l'eau est évacuée pour l'instant ou c'est toujours un petit peu tendu ? Alors oui, l'eau est... Enfin, les municipalités essayent d'évacuer au maximum. Après, il y a des habitants, selon les terrains, qui étaient pas forcément des terrains constructibles à l'époque, mais qui ont quand même eu des permis de construire, forcément, il y a des maisons qui ont beaucoup de mal à faire évacuer l'eau, quoi. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on pense à ces 1200 foyers toujours sans électricité. Merci beaucoup, Elisa Martin, en tout cas, pour votre témoignage, journaliste pour Oui Demain, le journal écologique. Allez, vous restez avec nous tout de suite. Et si j'étais ministre ? Les vraies voix Sud Radio. Et si j'étais ministre, en tout cas si vous étiez ministre de l'écologie, quelle serait votre première réforme ? Et c'est Baptiste des Hauts-de-Seine qui est avec nous. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Cécile, bonsoir. Alors monsieur le ministre de l'écologie, c'est peut-être la première fois qu'on vous appelle comme ça. Mais peut-être pas la dernière. On ne sait jamais. Si votre proposition, sachant qu'un gouvernement se prépare, est intéressante, peut-être que faites-nous votre proposition. Eh bien, écoutez, si je suis ministre de l'économie, ma première mesure... De l'écologie. L'écologie. J'ai dit quoi ? L'économie, vous m'avez dit. Ouais, alors comme on va parler un peu de chiffres... il vise plus haut, c'est pour ça. Ouais. Oui. Il veut tout, lui. Pas assez cher, mon fils. Concerne l'écologie. Allez-y. Voilà. En fait, je m'attaque à un secteur qui est à la fois très polluant et qui peut aussi très rapidement, avec quelques décisions, redevenir un peu plus vertueux, c'est le secteur des transports. Ouais. Donc la première mesure que je prends, c'est que je prends toutes les aides qui sont à destination du secteur de l'aviation et je les utilise pour développer, mettre à niveau et mettre en avant le secteur ferroviaire. Et juste pour vous donner 2 chiffres, en gros, les spécialistes estiment qu'avec tous les cadeaux fiscaux qu'on fait au secteur de l'aviation, qui, rappelons-le, est utilisé essentiellement par les personnes assez aisées dans le pays, si on prend toutes ces aides qu'on leur donne,
on est, selon les estimations basses, entre 12 milliards et 18 milliards pour les estimations hautes. Et les besoins du ferroviaire sont chiffrés entre 800 millions et 1,4 milliard d'euros. Vous parlez de quelles aides à l'aviation? Parce que le ferroviaire est maxi aidé entre rachat de dettes à la SNCF et perte de la SNCF tous les ans. Moi, je vois pas les aides à l'aviation. Hein. Eh ben, Patrick, je vais vous dire... Ah non, moi c'est Philippe, mais c'est pas Philippe. grave. Mais ça vous va bien, Patrick. Oui, ça... Allez-y, Baptiste. C'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a des aides effectivement au secteur ferroviaire, mais c'est vraiment peanuts comparé au secteur aérien. Ah bah, attendez, quand vous voyez le rachat de dette à la SNCF, notamment sur RFF... Je crois que Baptiste confond des aides où on fait un chèque à certaines exonérations sur l'essence où l'État perçoit moins que ce qu'il doit percevoir. Oui, le kérosène est très peu taxé. C'est le drame français où on confond toujours donner de l'argent et moins taxer. On le laisse finir. Si le ministre est coupé... Je suis d'accord. Ah ben c'est Philippe que j'entends. Je suis pas fou quand même. C'est ça. Ah ben non, mais il y a 2 Philippe, c'est pour ça. Okay. En tout cas, moi j'ai juste... Sur le kérosène, sur les exemptions de taxes sur la consommation du secteur de l'aviation, sur la TVA, qui, rappelons-le, pour les billets internationaux est à 0%. C'est-à-dire qu'on ne paye pas de TVA quand on achète un billet pour New York, alors que quand j'achète mon paquet de pâtes, je le paye, les 20% de la TVA. Donc, tout ça mis bout à bout, je vous jure, Philippe, que si on considère les aides au secteur ferroviaire, ça se compte en quelques centaines de millions d'euros. C'est pas des aides. Si on considère les aides au secteur aérien, on compte en plusieurs milliards d'euros. Ah, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais là, il faudra faire un débat. Merci en tout cas. Je tiens quand même à vous rappeler, et ça c'est une très bonne nouvelle, que Vinci va électrifier l'Europe de demain. C'est un budget d'1,77 milliard, 870 km de voies ferrées électrifiées, et c'est par une société française. Alors ça va dans le bon sens, Baptiste. Oui, c'est pas suffisant. Ah bah ouais, c'est un bon début en tout cas. Merci Monsieur le Ministre. Merci. Le manque à gagner sur les exemptions à la consommation du secteur énergétique, c'était estimé en 2017 à 3 milliards d'euros. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le ministre de l'écologie. Passez une très belle fin de journée, et puis dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Gabriel Attal, candidat au poste de nounou de la République. C'est une nouvelle fonction. Ah bah d'accord, on en parle dans un instant. Et tout de suite, comment transmettre son entreprise avec Grégoire Darico. Et revient dans un instant. Fininfra Invest. Optimisez la cession de votre PME. Présente. Comment transmettre son entreprise. Céline Boissard, bonjour, vous êtes la fondatrice de Fininfra Invest, un cabinet spécialisé dans la cession des PME. C'est notre thème du jour, on va parler ensemble de transmission d'entreprise. Céline, comment est-ce qu'un dirigeant peut identifier le bon repreneur et quels sont les critères clés à surveiller? Bonjour Grégoire. La question naturelle chez bon nombre de dirigeants est de savoir à qui je vends mon entreprise. Alors trouver un bon repreneur, c'est un peu comme choisir un successeur. En France, une cession sur 2 échoue faute de repreneur. Un bon acquéreur, c'est quelqu'un qui va avoir à la fois la connaissance de votre secteur d'activité, la capacité financière à racheter votre entreprise et idéalement aura une vision stratégique pour celle-ci. Il faut mettre en place une grille d'évaluation multidimensionnelle qui vous permettra de définir quel est le bon acquéreur pour votre entreprise. En fait, le choix d'un acquéreur, si je vous écoute, c'est pas uniquement une question de capacité financière. Non. Non seulement la capacité financière est évaluée, mais pour assurer la continuité et la réussite de votre PME, il y a plusieurs questions que je vous recommande de vous poser. Est-ce que l'acquéreur potentiel a les compétences pour diriger votre entreprise? Évidemment, dispose-t-il des fonds nécessaires pour financer et faire croître votre société? Mais sa stratégie est-elle également alignée avec les tendances de votre secteur d'activité? Son style de management s'accorde-t-il à la culture de votre entreprise? Je parlais de cette grille d'évaluation multidimensionnelle. En effet, elle englobe des notions à la fois humaines, mais stratégiques et opérationnelles concernant votre entreprise. Et pourquoi est-ce que la confidentialité est-elle si cruciale dans tout ce processus? C'est la colonne vertébrale d'une cession bien menée. D'accord. Une fuite d'informations peut déstabiliser l'écosystème de votre entreprise qui, parfois, a été durement construit. On peut déstabiliser à la fois les équipes, les salariés, déstabiliser vos clients, vos fournisseurs, parfois donner un avantage concurrentiel à une entreprise concurrente. La confidentialité, à travers la cession, requiert de l'agilité
et la maîtrise de sa communication. Et oui, et comment est-ce qu'on la garantit, cette discrétion ? Il y a quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre. Par exemple, signer un accord de confidentialité avant de diffuser des informations sensibles, ne communiquer qu'avec des acquéreurs qui auront été qualifiés, dont le sérieux aura été validé, utiliser des data rooms sécurisés, gérer un calendrier de communication clair avec des étapes, s'entourer idéalement d'un expert de la transmission qui, lui, aura la capacité de filtrer, sélectionner des acquéreurs et puis de protéger votre dossier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un processus de cession bien maîtrisé, c'est un processus de cession protégé. Et quels sont, vous, les différents profils de repreneurs que vous rencontrez ? Je dirais qu'il y a 3 grands profils de repreneurs. Le premier, qui est, je dirais, assez naturel, c'est le repreneur individuel. Un salarié, un cadre en reconversion. Il faudra attacher une importance particulière à sa capacité financière, notamment. Ensuite, il y a une famille de repreneurs, je dirais, corporate. C'est une entreprise de votre secteur d'activité qui a une logique de croissance externe, de recherche de synergie, à la fois de production commerciale vis-à-vis de votre entreprise. Et il existe aussi les fonds d'investissement, les groupes qui font souvent un petit peu peur, mais il faut savoir qu'ils vont apporter des moyens. Certes, ils recherchent des entreprises à fort potentiel, mais ils vont apporter des solutions, notamment liées à la gouvernance, la transmission de votre entreprise. Selon les profils que l'on vient de voir, la négociation et les attentes sur le projet de cession ne seront pas les mêmes. Et vous, d'après votre expérience, Cécile, quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans le choix du repreneur ? Alors, des erreurs ou des idées reçues. Bon nombre de dirigeants de PME, à juste titre, souhaitent vendre à leurs salariés, ce qui est très noble. Mais j'attire leur attention sur le fait qu'il faut le préparer sérieusement. Si cela échoue, ça peut créer des tensions internes, voire même des baisses de performance pour l'entreprise. Par ailleurs, certains acquéreurs peuvent mettre du temps à répondre aux cédants. Et donc, les cédants doivent faire preuve à la fois de patience, parce que un acquéreur va avoir plusieurs strates de validation en interne, souvent, pour présenter son dossier. Ensuite, les dirigeants de PME ne souhaitent pas vendre à leurs concurrents. L'ego, l'affect dans un processus de cession sont souvent de mauvais conseillers. Un concurrent peut parfaitement reprendre votre entreprise et pérenniser vos emplois. Et pour finir, bon nombre de dirigeants me disent vouloir gérer le processus de cession seul. Un processus de cession, pour aboutir, le dirigeant doit rester concentré sur la performance de son entreprise jusqu'au bout. C'est pour ça que s'entourer d'experts de la transmission va leur permettre de se protéger, de gagner du temps, d'éviter les erreurs, d'optimiser la valeur de leur entreprise et de rester concentré jusqu'au bout. Merci Céline Boissard. Merci. Comment transmettre son entreprise ? Avec Fininfra Invest, optimisez la cession de votre PME. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. On est bien avec vous jusqu'à 20h avec Philippe David. Ça va Philippe ? Très bien, Cécile, et vous ? Oui, c'est bien. Vous êtes beau aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes belle. Bon, d'ailleurs, Philippe Bilger disait que s'il devait requérir contre vous aux assises, il vous le trouve tellement belle qu'il demanderait l'acquittement. Quoi que vous ayez fait. Bah oui. J'essaierai de trouver un motif un peu objectif. Bérangère Dubuc est avec nous et vous au 0826 300 300. Et moi, on ne dit pas que je suis belle en fait. Non, on vous accuse même pas. On a trop peur. On a trop peur, elle parle trop en fait. Ça passerait des heures ces séances. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre non pas le clocher, mais le beffroi au milieu du village, puisque c'est un grand village où nous allons aller, le virage d'Arras, préfecture du Pas-de-Calais. Pourquoi Arras ? Parce que c'est dans cette ville qu'hier, Gabriel Attal a lancé sa campagne présidentielle avec des propositions qui, à mon avis, font plus penser à un catalogue de bonnes intentions qu'à un programme présidentiel. Une d'entre elles ayant attiré mon attention. Pour ce coup de gueule, on écoute ceci. Je pense aussi à la solitude.
La solitude, c'est la misère des sociétés occidentales. C'est le lit de la souffrance et de la défiance. C'est un mal que personne ne nomme, que personne ne combat réellement, mais qui peut toucher pourtant tout le monde, quel que soit l'âge. Nous devons faire de la lutte contre la solitude une grande cause, un grand combat. C'est la condition pour recréer du lien social, pour une République unie, où chacun se comprend et chacun se respecte. Vous avez bien entendu, si Gabriel Attal arrivait à l'Élysée, la solitude deviendrait une grande cause nationale. Désolé, mais à ce stade, Gabriel Attal confond la mission d'un président de la République et d'un directeur de centre communal d'action sociale. Si l'État se met à s'occuper de la solitude, quitte à être un État nounou, il va devoir aussi s'occuper de la baisse de désir au sein des couples pour booster la libido de monsieur ou madame, ou des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents en enseignant l'autorité à ceux-ci. L'État attalien lancera-t-il un www.solitude.gouv.fr? Créera-t-il un ministère ou une haute autorité de lutte contre la solitude? On connaît la qualité de nos politiques pour créer des comités théodules qui coûtent un pognon de dingue pour une utilité nulle ou presque pour la collectivité. Mais dans quel pays, excepté la France, entend-on des propositions aussi déconnectées de ce que vivent les Français? Les Français n'attendent pas qu'on s'occupe de leurs problèmes de vie privée. Ils attendent de l'État qu'il s'occupe du régalien. L'État est incapable d'assurer la sécurité des Français. On le voit avec l'explosion des violences, de la délinquance et de la criminalité. L'État est incapable de faire respecter ses frontières. On le voit avec le nombre de clandestins et d'OQTF non exécutés. L'État est incapable de se faire respecter hors de ses frontières. On le voit avec l'Algérie pour les incarcérations de Boualem Sansal et Christophe Glaise. L'État est incapable de gérer nos deniers avec aucun budget en équilibre depuis plus de 50 ans et malgré des impôts records, la preuve par la dette et la flambée d'impôts à venir. Mais l'État voudrait s'occuper de la solitude des Français au point d'en faire une grande cause nationale. Avec de telles propositions, Gabriel Attal risque de vivre un grand moment de solitude en avril 2027, lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle. La solitude, ça n'existe pas. Et on pouvait pas mieux finir qu'avec du béco. Merci beaucoup Philippe David. Je trouve que votre talent est un tout petit peu de mauvaise foi pour une fois. Ah non. Non mais me permettez-vous de vous le dire, bien sûr, d'amitié. Vous pouvez le changer. D'abord, j'ai trouvé que c'était intéressant la prestation de Gabriel Attal hier. Il ne doute pas de lui. Il est candidat pour 2027. Ce sera forcément un brouillon pour lui en 2027. Et il a des propositions totalement incongrues. Mais là, comprenez bien que ça appartient au catalogue politique classique où on donne l'impression de vouloir lutter contre des mots qui ne sont pas seulement politiques, contre la solitude, comme Chirac a aussi eu des ambitions de ce type. Vous me semblez un petit peu acide lorsque vous considérez que sa lutte contre la solitude relèverait d'un programme politique. C'est une envie humaniste. Je suis affligée par le niveau de Gabriel Attal. Je peux rien ajouter de plus. On a allez la chercher France. le défibrillateur pour Philippe Bilger. La note de la France est dégradée. On emprunte plus cher que l'Italie. On n'arrive plus à payer la dette. Les bibliothèques municipales résilient même les abonnements aux magazines et aux quotidiens. Il y a de la thune nulle part. On n'a pas d'auxiliaire de vie scolaire. Il y a un bébé qui est mort de froid parce qu'on l'a laissé dans un hôpital sous la clim. On est dans un monde qui est en train de crever et au lieu de baisser leur putain de dépenses publiques, faut dire un gros mot. Je sais pas si on a le droit. Non. Punaise de promesses publiques. Au lieu de faire ça, on se dit, on va faire le haut comité contre la solitude. On va nommer la chef contre la solitude. Moi, je veux bien le poste, où j'irai du coup acheter, comme Anne Hidalgo, mes fringues chez Dior et Burberry pour représenter la France dans sa lutte contre la solitude. On aura mis 4 milliards comme nous coûte l'ADEME. Et en fait, il n'y a rien qui fonctionnera. Il faut tout cramer. À Fouera, sortez la tronçonneuse. Non mais moi je comprends pas. Vous pouvez le rapport avec Gabriel Attal là. Mais parce qu'il rentre, au lieu de parler d'un homme président, de dire la France va mal, on va faire ça, un programme économique, il dit on va parler de solitude, on rase gratis, on aime les gens, c'est sympa. Vous allez noter qu'il n'est pas au pouvoir. Mais encore heureux qu'il n'y ait pas, mais c'est grave. Mais bien sûr. C'est grave qu'il pense que le problème des Français aujourd'hui, c'est la solitude. Je ne crois pas que
volonté d'éradiquer la solitude relève de son programme. Excusez-moi, j'ai vécu seul il y a quelques mois, j'aurais jamais pensé demander de l'aide à l'État. Désolé de le dire, ça me paraît tellement surréaliste. L'État nounou, on n'en peut plus. Oui, moi, mais vous, mon cher Philippe, vous étiez là. Vous êtes surchargé de femmes. Je vous en prie. C'est faux. Dit-il en direct. Donc ça, c'était avant. Ça, c'était une fake news. Avant. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Philippe David. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur cette proclamation d'indépendance de l'État de Palestine. Les États membres à l'ONU avec la France. 0826 300 300. La question du jour, Philippe. Et Macron a-t-il raison de reconnaître l'État palestinien? Et bien sûr, Twitter, vous dites non à 79%. Ça monte? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Allez, on a envie de vous entendre. On est ensemble jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus. Et merci de votre fidélité à Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Avec Philippe David. Philippe David, vous avez une blague? Non, c'est comme ça, brûle pour point, racontable, non. Non. Racontable, non, d'accord. Vous en avez une? Oui, mais à partir de minuit. D'accord. On jouera les prolongations. On va demander à notre réalisateur, on peut mettre des carrés blancs, non? Non, il n'y a pas de carré blanc à la radio. Sur YouTube, je pourrais vous mettre un carré blanc, mais pas à la radio. Là, on peut pas. 1,2 million tant pis, parce que je suis sûre qu'elle était très drôle. Il a donné un chiffre, ma chère Vous avez dit 1 million 20 000 abonnés. C'est bien. Toutes mes équipes ont décompté, ça y est. Ils ont compté sur leurs doigts. Faut que je recommence depuis le début. 1, 2, 3, 4. Philippe Bilger est avec nous, Bérangère Dubu. Et vous, 0826 300 300. Tout de suite, la question du soir. Il n'y a pas d'alternative crédible à la solution de 2 États. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et de la Palestine adviendra. La reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un tabou pour la France. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. La création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, on vous le disait, la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine ce soir à 21h à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Philippe Bilger, c'est un sujet qui divise vraiment. Alors, je dirais d'abord rapidement que ça n'est pas dérogatoire par rapport à la conception de la France en général. La thèse des 2 États, ça traîne dans la politique étrangère française. Mais il y a 2 problèmes à mon avis. C'est que d'abord l'État palestinien, j'entends bien, on le reconnaît, mais encore faudrait-il qu'il y ait un État. Ça n'est pas le cas. Deuxième élément, il est plus sérieux, et même des gens qui soutiennent cette reconnaissance l'allèguent. C'est le fait que à l'origine, Emmanuel Macron avait proposé cette reconnaissance comme la fin d'un processus, le moment où il consacrerait un effort des 2 parties. Or, aujourd'hui, on constate que c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est le début d'un processus et en ce sens-là, il ne va pas aboutir à grand-chose. Alors, j'entends bien que sur le plan diplomatique, la France fait un coup d'éclat, il se remet un peu dans le jeu, Emmanuel Macron, mais je crois qu'il contredit ce qu'il avait au départ inspiré. Moi, je crois que c'est vraiment là la quintessence du en même temps. 7 octobre 2023, il faut faire une coalition internationale contre le Hamas. C'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron. 22 septembre 2025, il reconnaît un État palestinien dirigé par le Hamas. Alors excusez-moi, plus dans le en même temps, si, il avait fait aussi fort quand il avait dit à Alger que la colonisation était un crime contre l'humanité, avant de dire que les pieds noirs avaient été un apport fantastique pour l'Algérie, les pieds noirs qui étaient, rappelons-le, des colons. Alors, faut savoir, mais le en même temps, en politique internationale, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Et d'ailleurs, il suffit de voir où le en même temps d'Emmanuel Macron nous a emmenés en politique internationale. Regardez, en Afrique, on s'est fait virer de partout dans notre précaré. Regardez au Proche-Orient, on est totalement décrédibilisé. Regardez partout, la France ne compte plus.
Bérangère. Je crois que la question, c'est pas tant la reconnaissance de l'État palestinien que beaucoup attendent. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis avec qui on a discuté il faut aujourd'hui reconnaître aux Palestiniens une terre. Je l'entends tout à fait. En revanche, ça arrive dans un contexte où, Emmanuel Macron n'a aucune légitimité aujourd'hui dans les urnes, et on le voit. Donc, il engage quand même la France sans en avoir la posture et le peuple derrière. C'est le premier problème. Et le second, hélas, c'est que ça arrive après le 7 octobre, justement, et que ça arrive en réponse à des attentats où des Français sont encore otages, où des Français ont été tués, des Israéliens sont otages. Et je trouve que c'est quand même très bizarre de le prononcer à ce moment-là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je suis très gênée par ce que fait Emmanuel Macron. J'entends la nécessité de le faire, mais il a été, je crois, j'ose le dire, lâche sur la question des otages. Et j'ai l'impression qu'il fait ça plus par lâcheté que par courage. La date, Philippe Bilger, est quand même concomitante à... Enfin, c'est quand même un peu... À mon avis, ça n'est peut-être pas fondamental. C'est peut-être pas bien choisi de faire le jour du Nouvel An juif. Le Royaume-Uni l'a fait hier, par exemple. Ça aurait été peut-être mieux de décaler de 24 heures son passage. Et certaines mairies mettront leur drapeau demain, plutôt qu'aujourd'hui. Mais là, Philippe, encore une fois, je me permets d'émettre une petite contradiction. Je n'ai pas le sentiment que c'est un en même temps. C'est une lente évolution d'Emmanuel Macron depuis le 7 octobre. Alors, on peut discuter l'évolution qui aboutit à cette reconnaissance de l'État de Palestine. Il n'y a pas une contradiction, il y a une évolution. Alors, permettez-moi de vous démontrer une contradiction. Il avait dit que la priorité absolue, c'était la libération des otages. Absolument. Est-ce que tous les otages sont libres? Non. Ce sont des gens, j'espère, et je mets beaucoup de guillemets, vu à mon avis leurs conditions de détention, qu'il y a encore des otages vivants, mais à ce que je sache, le Hamas dans ce domaine n'a fait aucun geste. Il y a encore des otages morts ou vifs, ça je ne sais pas, qui sont détenus. Donc le b.a.-ba, quand on a un principe de dire que la priorité absolue c'est la libération des otages, c'est quand même pas reconnaître un État alors qu'il y a encore des dizaines d'otages retenus dans les tunnels du Hamas. Est-ce que c'est pas le sans condition qui peut gêner? Mais en réalité, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Normalement, il a violé ses règles de base parce que dans l'urgence, pour revenir... Mais quelle urgence? Quelle urgence? Mais excusez-moi, quelle urgence? Moi, j'attends de savoir quelle urgence. Israël a été fondé en 1948. Maintenant, il y a une urgence. On est près de 80 ans après. Quelle urgence? Il a vraiment été indigné, et sincèrement, par ce qui s'est passé à Gaza. Et à un moment donné, on peut estimer que il a considéré devant ce que se permettait l'État d'Israël dépassait très largement la légitime défense, créait de tels problèmes humanitaires et militaires là-bas qu'il a jugé nécessaire cette reconnaissance. Ça n'est pas médiocre. Mais la question est de savoir avec qui il a traité, en fait. Et c'est ce que certainement on lui reproche aujourd'hui. Est-ce que c'est le Hamas avec qui on discute avec? Il espérait redonner du poids à l'autorité palestinienne. C'est qu'il n'en a aucun. Du vent. Qu'il n'en a aucun. La seule condition est de dire qu'aujourd'hui, pas d'ambassade tant que les otages ne sont pas sortis. Oui, et puis il changera dans 2 mois, comme il avait dit qu'il n'y aurait pas de reconnaissance si on libérait pas les otages. Oui. On n'a jamais eu, moi je me rappelle de l'époque d'Ingrid Betancourt, qui était franco-colombienne, qui était détenue en Colombie, qui était partout, sur toutes les mairies, comme nos présidents se sont battus, etc. Là, les otages français qui ont été tués par le Hamas, mais rien à faire. On s'est jamais battu pour récupérer les otages, on n'a rien demandé pour les morts qu'on a eu. On a eu des morts français aussi. Jamais on a si peu et si mal défendu nos ressortissants. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous tout de suite. L'idée qui marche. Les vraies voix Sud Radio. Et on va revenir sur cette information des appartements forcés, des logements squattés, propriétaires et locataires qui se retroussent les manches pour sauver la résidence à Perpignan. Jean-Louis Quintana est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Donc, vous êtes le président du conseil syndical et membre fondateur de l'association des propriétaires de la résidence, le Carly. Et on est ravis de vous accueillir puisque on s'est rendu compte que effectivement votre immeuble était soumis à des squats, des dégradations et avec un manque de réactivité assez important du syndic. Et vous, locataires et copropriétaires, vous avez décidé de prendre les choses en main. Tout à fait. Donc c'est une démarche qui a pris il y a
maintenant plusieurs mois et surtout qui a pris une grande ampleur il y a à peu près un mois avec la création de cette association pour nous regrouper entre propriétaires et afin d'avoir une réelle force de frappe, on va dire, dans le sens où au moins on représente vraiment un gros ensemble des propriétaires et on a moyen d'agir. Jean-Louis, quels étaient l'état des lieux finalement de cet immeuble? Parce que j'imagine que ça dure depuis des mois et que votre patience a pris fin, c'est ça? Que la patience a pris fin, oui. Sinon, le problème dure depuis beaucoup plus longtemps que ça. Avec une résidence effectivement qui va de mal en pis. Là, la grosse action qu'on a fait, c'est essayer de prendre la résidence en main avec des opérations pour nettoyer la résidence, pour plaquer et nettoyer les appartements qui ont été squattés ou fracturés, et tout ça avec l'aide de résidents, propriétaires résidents ou locataires, afin justement que ce soit durable et c'est une action commune. Il n'y a que par l'action commune qu'on arrivera à faire quelque chose. Donc aujourd'hui, on a réussi à fédérer à la fois donc propriétaires et locataires. On a aussi un soutien émanant des forces de l'ordre. Heureusement qu'elles sont là, la police municipale, mais aussi la police nationale qui fait de plus en plus de rondes. On a aussi un soutien de toutes les administrations. Enfin, je sais que la mairie de Perpignan se penche beaucoup sur le sujet et voilà, on attend beaucoup aussi de ces institutions, même si elles font déjà beaucoup. Il n'y a que avec un travail commun qu'on arrivera à faire changer les choses au Carlit. C'est des choses qu'on commence déjà à faire. Mais il y a des problèmes de drogue ou c'est uniquement des dégradations matérielles des squats? Alors le problème, c'est que c'est un package, tout va ensemble. Forcément, s'il y a des squats, il y a des problématiques de vendeurs de sommeil, de drogue, etc. Tout va ensemble. Mais comment c'est possible en fait? On se pose toujours la question, Bérangère. On parlait de la solidarité tout à l'heure de Gabriel Attal. En fait, on ne demande pas à l'État d'être solidaire. On demande à l'État de faire en sorte qu'il y ait de la sécurité. Voilà. On demande à l'État dans les syndics et on demande aux syndics. Les syndics, le problème du syndic, moi je trouve, c'est que c'est personne. Le syndic, c'est des gens. Je ne sais pas si vous aviez un syndic professionnel à l'époque, monsieur. Bah oui, on a toujours eu un syndic professionnel. C'est ça. Donc un syndic professionnel, c'est quelqu'un qui est payé quand même, mais c'est pas sa résidence, c'est pas son appartement, il est payé et il prend un pourcentage sur les travaux que vous faites et qui vous fait voter. Oui. Donc il y a un problème. Les sommes sont quand même importantes. Ah oui. Et il n'est pas concerné. Moi, je crois dans le syndic de copropriétaires en interne, on est beaucoup plus concerné. Ce qu'il faut une démarche qui est très saine et qu'on parle d'argent public, etc. Et de public, mais d'argent privé. Cette espèce de gabégie où on paye des tiers externes, reprendre en main sa raison de faire. Je trouve que c'est une excellente initiative. Félicitations, on vous souhaite le meilleur surtout. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Vous en êtes où au niveau des travaux? C'est bientôt fini? Alors, c'est très long, le chemin est très long. On a commencé certaines parties, mais on est en train d'étudier un certain nombre de devis pour vraiment sécuriser la résidence, augmenter. Donc, on a engagé un maître chien pour la nuit. On a un gardien dont le contrat va pas tarder à démarrer. Enfin voilà, on essaie de mettre en place de la sécurité sur la résidence, en plus de ce qui peut être fait par les dirigeants. Et la mairie vous donne rien? Merci en tout cas Jean-Louis Quintana. Merci beaucoup, président du conseil syndical et membre fondateur de cette association des propriétaires de la résidence Le Carlit. Merci beaucoup, bon courage et bravo pour cette belle solidarité. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Bérangère Dubuc. Dans un instant, on va parler de la santé en France, puisque beaucoup de gens souffrent. On en parle avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai.